Bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, aujourd'hui, on va parler un peu d'IA générative notamment, l'intégration dans Azure, les enjeux qu'on peut avoir et quelques bonnes pratiques pour bien les intégrer. Alors moi, je suis Ibrahim Mbouch, donc je suis Cloud Solution Architect chez Avanade. J'ai plus d'une dizaine d'années d'expérience dans l'informatique. Donc aujourd'hui, je travaille dans plusieurs projets qui impliquent en fait l'usage de l'IA générative. Donc je vais un peu vous partager des retours d'expérience et un peu de bonnes pratiques. On va dire. Donc l'agenda c'est très simple. On va essayer d'aller vite et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter ou à envoyer vos questions. Donc l'agenda, c'est les solutions d'IA générative, on va dire, les enjeux et ensuite les bonnes pratiques. Alors, quand on parle de solutions d'IA générative, il est important de rappeler en fait où se place l'IA générative dans l'IA dans l'ensemble. Donc, je fais juste un petit rappel pour montrer que on parle beaucoup d'intelligence artificielle ou de l'IA, mais ça date pas d'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'avec l'avènement de solutions comme ChatGPT par OpenAI, alors ça s'est beaucoup démocratisé et aujourd'hui on est sur une accélération un peu de toutes ces solutions qui vont intéresser les particuliers, mais aussi qui peuvent intéresser les professionnels. Donc, dans le cadre de cette session, ce sera plutôt ce qui va intéresser les professionnels, notamment ceux qui travaillent sur Azure. Donc, pourquoi l'IA générative Donc, on va avoir un ensemble qui est l'intelligence artificielle. Dans l'intelligence artificielle, on a le machine learning, qui lui-même est un sous-ensemble de l'IA. Donc, dans le machine learning, on a du deep learning. Et par rapport à ce deep learning, c'est là où on a l'IA générative qui nous permet de générer du texte, du visuel. Euh, euh, grâce à des solutions, par exemple, on peut utiliser ChatGPT, ça peut être des solutions maison, etc. Alors, dans Azure, dans l'écosystème, alors, on va retrouver Azure OpenAI. Donc, ce n'est pas la même chose que l'outil que vous voyez, l'outil public, mais ici, c'est plutôt des modèles qui sont disponibles dans Azure. Alors, il n'y a pas, bien sûr, que Azure OpenAI, il y a d'autres types de modèles, des modèles non Azure ou non Microsoft. Euh, il y a plusieurs types de services connexes, on va dire. Donc, que ce soit du machine learning, que ce soit d'autres services AI, comme par exemple, je pense à Document Intelligence, par exemple, Computer Vision, etc. Donc, il y a un ensemble de choses qui nous permettent, en fait, de traiter du texte, traiter des images, traiter de l'audio, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Donc, bien sûr, on a besoin de données, parce que sans données, c'est compliqué de faire marcher une solution d'IA générative, puisque quelque part, ce qu'on va retrouver, il nous faut des sources de données, il nous faut quelque chose qui nous permette de travailler et qui nous permet de restituer de la valeur ajoutée. Donc, il y a des frameworks, il y a des outils que je pense à Copilot Studio, par exemple Azure AI Studio. Donc, vous entendrez aussi AI Foundry. Donc, il y a un ensemble d'écosystèmes, on va dire,
qui nous permettent aujourd'hui de déployer ou de gérer des solutions d'IA générative. Donc, un exemple de solution d'IA générative. Donc, je vais partager comment dire, l'architecture, c'est un GitHub public aujourd'hui. Donc, où vous pouvez retrouver en high level ce qu'on peut faire avec l'IA générative. Donc, en intégrant en fait plusieurs sources de données, en intégrant des services Azure, que ce soit du Cosmos DB, des Function Apps, des app services. Voilà. Alors, quels sont les enjeux? Super important. Les enjeux, c'est le risque de shadow IT. Parce que si on n'a pas la gouvernance qu'il faut, ça peut vite déraper. Parce que si vous avez une entreprise, par exemple, où il y a plusieurs business units ou plusieurs business groups, on a forcément envie de tester, envie de poker des choses. Et donc, il faut qu'en face, que l'équipe IT soit prête à pouvoir gérer ça. Alors, il y a un certain nombre de... J'ai partagé aussi les résultats comment dire, des enquêtes. Enfin, il y a un certain nombre d'enquêtes qui, par exemple, dit que 58% des organisations s'inquiètent du manque de visibilité sur l'utilisation non autorisée de l'IA générative. On a aussi potentiellement des problématiques qui concernent le manque de contrôle pour protéger, les données qui sont utilisées dans les solutions. Et il y a aussi un aspect important, c'est la réglementation qui ne cesse d'évoluer et qui va potentiellement empêcher des entreprises de pouvoir accélérer sur l'IA parce que ces entreprises n'auront pas respecté certaines normes, etc. Alors, quand on parle d'écosystème, il y a un certain nombre, comme je disais tout à l'heure, un certain nombre de services qu'on peut utiliser, que ce soit du cloud native, que ce soit des machines virtuelles, que ce soit des bases de données. Donc aujourd'hui, dans Azure, il y a un certain nombre de services qui peuvent être utilisés. Néanmoins, ce dont on a besoin ou ce dont les entreprises ont souvent besoin, c'est plutôt une plateforme qui est, qu'on va dire, prête pour l'entreprise, où on a, par exemple, pour les données confidentielles, pour certains niveaux de données, on a besoin de chiffrement, que ce soit au repos ou en transit. On a besoin d'authentifier les utilisateurs, mais aussi on va en parler aussi des identités managées. Aujourd'hui, on parle même des identités managées pour les agents IA. On a besoin de sécuriser les réseaux, que ce soit dans Azure ou des réseaux hybrides, donc qui vont toucher de l'on-prem ou qui peuvent même toucher d'autres clouds, que ce soit AWS, GCP, etc. On a besoin de garder les données confidentielles et on a besoin de se conformer en fait aux réglementations. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà. Je n'ai pas de questions pour l'instant, donc je poursuis. Alors, ce que je voulais partager également, c'est surtout ce que Microsoft met en place comme guideline. Je vais partager un ensemble de liens d'ailleurs. Sur comment mettre en place en fait ou comment préparer les environnements face à tous ces enjeux. En fait. Que ce soit des enjeux de conformité, des enjeux de sécurité, que ce soit de la confidentialité, etc.
il y a un certain nombre de guidelines quand même qui sont aujourd'hui mis en place. Alors, c'est une slide que vous pouvez retrouver sur, je crois que ça a été soit la conférence Build ou soit la conférence Ignite, où on a un certain nombre de services ou de solutions qui peuvent être mis en place. Donc, tout part de la partie landing zone. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme ou zone d'atterrissage, on va dire en français. Donc aujourd'hui, il y a des guidelines où il y a comment dire, des conseils sur que ce soit du YAS ou du PAS quand on fait de l'IA. Il y a la partie Well Architected Framework qui est aussi intéressante. En dehors de ça, il y a la partie data, donc, que ce soit des bases de données sur VM ou des bases de données en mode PaaS. Il y a une partie networking aussi et la partie réseau où on retrouve ceux qui font de l'infra, des choses qui sont assez familières, donc que ce soit du DNS, des private endpoints, des réseaux virtuels, du private link et l'arsenal qu'on peut avoir sur la partie sécurité réseau, que ce soit du firewall, du DDoS, des NG, etc. Donc tout ça, ça va venir s'appliquer en fait aux solutions parce qu'au final, qu'est-ce qu'on va retrouver dans une solution IA? On va retrouver un ensemble de services, du IaaS, du PaaS. On a des appels API pour la plupart du temps, on fait appel à des modèles. Donc, j'exclus un peu la partie fine-tuning qui est un peu plus complexe. Mais en gros, si on fait simple et qu'on réutilise, par exemple, des LLM sans modification ou sans réentraînement, on va se retrouver avec des calls API. On va se retrouver avec des applications qu'on va hoster, que ce soit sur des VM ou sur du PaaS. Et donc, naturellement, en fait, si le trafic est privé, on va se retrouver avec des réseaux virtuels, on va se retrouver avec des points de terminaison privés, on va se retrouver avec des NG, on va se retrouver avec sûrement des firewalls, que ce soit sur une landing zone en fait qui est déjà déployée ou une landing zone qui doit être préparée. Il est important en fait de prendre en charge tous ces aspects-là. Donc il y a d'autres services supplémentaires qu'on peut utiliser au-delà du hosting tout simplement, que ce soit Defender for Cloud, que ce soit Sentinel, API Management, Security Copilot, etc. Sur la partie gestion ou la partie management, c'est très important d'avoir la partie observabilité. Parce qu'on a besoin d'une part de savoir ce que les applications et ce que les utilisateurs font. Donc, notamment quand on a des sources de données, ces données peuvent être confidentielles. Donc, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'outils comme Pureview, par exemple, qui intervient dans la partie gouvernance, classification des données. Mais au-delà de ça, il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place. Alors, pareil, Microsoft met des solutions qui sont disponibles pour la partie observabilité. Je pense par exemple à la baseline Azure Monitor qu'on peut retrouver sur GitHub. Bien sûr, on peut l'enrichir, mais au moins, c'est une base pour pouvoir gérer la partie monitoring. Après, chaque client, chaque entreprise a des cas d'usage différents, mais ce que je veux dire ici, enfin, le plus important, c'est de pouvoir
mettre de l'observabilité en fait end-to-end sur les solutions qui sont de code. Je vais vous mettre le lien après sur la partie landing zone. Donc, il y a une référence à la landing zone AI. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de choses que vous allez retrouver dans une landing zone classique, que ce soit la partie IAM, la partie management group, la partie gestion et l'organisation des souscriptions. Alors, vous pouvez aussi retrouver la partie DevOps, ou DevSecOps, si on inclut la sécu. Que ça soit du Azure DevOps, du GitLab, du GitHub, peu importe. L'essentiel, c'est que qu'on puisse faire interagir ces briques de manière sécurisée. Donc, dans tout ce lot, on a les souscriptions qui vont venir s'intégrer. Par exemple, j'ai une solution d'IA générative, que ça soit du IaaS, du PaaS, peu importe. Il faut qu'on me trouve une place dans la partie landing zone pour que ça puisse respecter, on va dire, les standards de l'entreprise. Que ce soit des standards en termes de gouvernance, en termes de sécu, etc. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'aujourd'hui, dans une landing zone qui est bien faite, les solutions d'IA générative peuvent s'intégrer plus ou moins facilement. Pourquoi par exemple, on n'a pas forcément besoin de reprendre la gouvernance from scratch. Par exemple, on a des Azure Policies, par exemple, qui sont déjà là pour faire en sorte que le monitoring soit systématiquement fait, que la gestion des coûts peut être intéressante, même si dans le cadre de l'intelligence artificielle ou des solutions IA, le monitoring est un peu différent parce que, par exemple, quand on parle de tokens et de monitoring de tokens, il y a un certain nombre de choses à faire selon en fait les besoins. Mais ça reste quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas s'il y a des questions. Vous pouvez aussi retrouver l'architecture de référence dans le cadre, par exemple, d'un chatbot, par exemple, où vous allez retrouver dans l'intégration des app services sur la partie web. On va retrouver les services AI, donc que ce soit Azure AI Search, que ce soit Azure OpenAI sur la partie LLM. Je parlais tout à l'heure d'Azure AI Foundry aussi. On a besoin de stocker de la donnée, on a besoin de la traiter. Donc, on va retrouver aussi des private endpoints, des points de terminaison privée qui vont nous permettre d'accéder de manière privée à toutes ces ressources qui sont des ressources PaaS. Au-delà de ça, donc on a tout notre arsenal de sécu, que ça soit des NSG, que ça soit du firewall, du Web Application Firewall, si potentiellement on a la solution exposée en public, par exemple. On a la partie monitoring avec du Log Analytics. Alors ici, il n'y a pas de App Insight, mais potentiellement, vous pouvez utiliser Application Insight. Et après, le reste, ça ne change pas grand-chose au niveau, si on parle par exemple des topologies réseau OpenScope, ça n'a pas changé grand-chose, du sens où on a sur le hub, on a un firewall. Après, c'est pas nécessairement du Azure Firewall, ça peut être une NVA, ça peut être du Palo Alto, du Checkpoint, ça peut être d'autres solutions. C'est juste qu'ici,
c'est l'architecture de référence de Microsoft, donc forcément, il y a des solutions natives de Microsoft. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a des questions. Je Ah, je l'affiche sur peux les... l'écran. Voilà. D'accord. Voilà, Je bon. ne voyais pas. C'est quoi Microsoft Azure Foundry AI? Il y en a Alors, deux autres aussi. Ouais. euh, alors, AI Foundry, c'est un ensemble de solutions qui permettent en fait aux développeurs de tester des modèles et de pouvoir déployer ou construire en fait des solutions basées sur ces modèles-là. Donc, on a, peut-être que je peux aller directement sur. Je vais mettre le lien. Je vais peut-être le passer en français. Donc, grossièrement, ça permet aux développeurs de pouvoir développer des applications intelligentes, entre guillemets, du sens où ils vont tirer parti des services AI, comme Azure OpenAI. Alors, aujourd'hui, il y a un petit changement qui est en train de se faire parce que Microsoft est en train d'intégrer les agents dans, dans la partie Azure AI Foundry avec il y a notamment le service Azure AI Agent Service qui a été récemment en disponibilité générale. Je vais vous partager du coup le lien pour que vous puissiez voir en détail. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est clair pour Oui, je pense que c'est clair. Donc, il nous reste que 5 minutes. Donc, peut-être prendre une dernière question que j'ai reçue en privé. Je vais OK. l'afficher à l'écran. C'est quelles sont les pratiques recommandées dans Azure pour s'assurer que les modèles IA utilisés ou déployés ne représentent pas un risque en matière de sécurité ou de fuite de données Hmm. sensibles? Alors, pour moi, il y a deux niveaux. Il y a le niveau où on utilise simplement des modèles qui sont hébergés, donc que ce soit du Azure OpenAI ou autre LLM. Et après, il y a d'autres, il y a le scénario où on a du fine-tuning, où on va gérer nous-mêmes nos modèles. Ou par exemple, on prend un modèle de base et on cherche à l'imprimer. Alors, je pense que ça va être court en 5 minutes de répondre sur la partie fine-tuning. Mais en tout cas, sur la partie Azure OpenAI, où euh, on est, dans la plupart des cas, c'est suffisant pour des scénarios de base, euh, ou peut-être même sur certains scénarios avancés. Il y a un certain nombre de solutions qu'on met en place, que Microsoft met en place lui-même, parce que n'oubliez pas que c'est une responsabilité partagée. Donc, Microsoft héberge des solutions, fournit des services, donc met en place des choses qui permettent de sécuriser le service. Et ensuite, en termes de
en tant que client qui consommons des services, c'est à nous maintenant de mettre en place des choses pour que ces services soient sécurisés. Par exemple, si on doit faire appel à des LLM ou si on doit interroger ou stocker de la donnée, c'est à nous de s'assurer que la confidentialité, elle est là, la classification des données, elle est faite. Il y a un certain nombre d'outils qui font aujourd'hui. On a du PureView, par exemple. Sur la partie réseau, comme je disais tout à l'heure, Private Endpoint peut empêcher ou alors ralentir l'exfiltration des données. On a la partie Network Security Group, on a la partie Azure Firewall, on est capable de router le trafic sur un firewall. Avec du monitoring, on est capable de faire du logging. Sur la partie identité et accès, on est capable d'utiliser Intra-ID ou un autre provider d'identité pour pouvoir authentifier les requêtes. Alors, comme il reste que 5 minutes, je vais juste montrer cette partie. Parce que c'est un pattern qui va se développer où on parle d'AI Gateway. L'idée, c'est que l'API management, donc le service API management, soit un peu l'outil ou le service central qui permet en fait d'accéder aux services Azure OpenAI ou alors au service AI tout court, que ce soit AI Search pour la partie base de données des vecteurs, que ce soit Cognitive Services ou d'autres systèmes de LLM. Donc, comme ce sont des API, l'idée c'est que les calls API soient tracés. On peut mettre du rate limiting, on peut mettre du throttling, on peut faire authentifier les requêtes, comme je disais, avec un identity provider. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se faire en termes de sécurité. Après, le fait de sécuriser le modèle lui-même, ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent se faire. Alors, comme je disais tout à l'heure, sur la partie sécurité, on a du airbag, on a du Entra-ID. Sur la partie intégrité, il y a le principe du moins de privilège. Alors, il y a d'autres solutions, par exemple, sur la partie AI, il y a le Content Safety, par exemple, qui permet en fait de bloquer en fait l'utilisation de prompts malicieux, par exemple, ou d'usage de termes à caractère violent, sexuel, etc. J'aimerais aussi parler de la partie gestion des coûts. Donc c'est super important parce que au final, même si on a une solution qui marche, mieux vaut qu'elle ne coûte pas énormément cher à l'entreprise par rapport à la valeur ajoutée qu'elle propose. Donc il y a aussi des choses qui se font. Alors Microsoft a investi sur la partie FinOps, il y a le FinOps Toolkit. Sur la partie AI, il y a aussi des guidelines qui sont faits sur la partie API Management, pour monitorer les tokens, pour gérer les coûts, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais vous partager Bon, le- les trois, enfin, le combo des trois que moi je trouve intéressant. Donc, c'est le Cloud Adoption Framework, le Well Architecture Framework et le centre des architectures où on va retrouver une bonne partie d'architecture de la France. Voilà, bon. j'ai accéléré, mais j'espère que ça a été compréhensible. Ok, merci beaucoup, Ibrahima. C'est vrai que le temps est déjà écoulé.
Mais on Mm. note que c'est une très belle session. Et merci beaucoup pour le temps que vous nous accordez avec le partage. Merci à toutes Pas et de à tous souci. pour votre attention et votre engagement durant cette session qui était carrément dédiée aux solutions AI Azure. Donc, nous espérons bien que les bonnes pratiques partagées avec Ibrahim Mbodj nous aideront à déployer au futur nos projets IA de manière plus maîtrisée sans compromettre l'innovation. Donc maintenant, nous vous invitons à rejoindre la keynote de clôture, dernier temps fort de cette journée riche en échanges. Donc ce sera un moment de synthèse, d'inspiration et de vision stratégique à ne pas manquer. Donc merci beaucoup encore à Ibrahim Mbodj et à vous toutes et tous pour votre présence. Merci.